Beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs, à l'association FERT et Arvalis en particulier, de m'avoir invité à introduire ce débat. Tout d'abord, je ne peux pas empêcher de vous dire deux mots sur ce qu'est le CIAM. Le CIAM, c'est le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes, qui est une organisation internationale créée en 1962, qui compte actuellement 13 pays de tout le pourtour méditerranéen, du Maghreb en passant par le Liban jusqu'à Égypte, Turquie et toute la rive nord de la Méditerranée, ainsi que l'Albanie. Cette organisation internationale a pour vocation de former les cadres et les futurs cadres de l'agriculture dans ces pays-là et aussi d'autres pays au niveau master et au niveau doctorat. A vocation de participer à des programmes de recherche en collaboration avec des réseaux de chercheurs au nord et au sud de la Méditerranée, de mettre en œuvre des projets de développement rural, agricole et aussi dans le domaine de la sécurité alimentaire, et aussi d'organiser le dialogue politique entre ces pays-là sur les sujets de politique agricole et de politique de développement rural. On a ainsi au niveau du CIAM une réunion des 13 ministres de l'agriculture du CIAM, à peu près tous les 18 mois ou 2 ans, sur des sujets prioritaires. Donc cette organisation s'appuie sur l'action de 4 instituts agronomiques méditerranéens, un à Saragosse, un à Chania, en Crète, un à Bari en Italie et un à Montpellier que j'ai l'honneur et l'immense plaisir de diriger. Alors pour cet exposé introductif, je vais très rapidement, puisqu'en un quart d'heure, 20 minutes, on ne peut pas tout balayer, je vais essayer d'apporter quelques éclairages généraux sur les enjeux de l'agriculture méditerranéenne, en ce qui concerne le problème, la question de l'eau, bien sûr, la question de la population, la question du foncier, la question de la sécurité alimentaire, et je terminerai par poser quelques enjeux et questions qui, je l'espère, pourront aider à introduire le débat ensuite qui va réunir nos collègues agriculteurs. Alors, si on se réfère au rapport du GIEC, du groupe international des experts sur le changement climatique, qui a été publié en mars 2014, ça fait un peu plus d'1 an, eh bien, la Méditerranée est clairement identifiée comme une des zones de la planète où le changement climatique va être le plus intense. Et des projections ont été faites pour comparer les précipitations, par exemple, dans les 30 ans qui vont terminer ce siècle, de 2070 à 2100, avec les 30 ans qui se sont passés entre 1960 et 90. Et entre ces deux périodes-là, on estime, aux incertitudes près, que les précipitations annuelles pour la France, et notamment au sud de la France, vont baisser de 20%. Donc c'est quand même pas rien. Et si on va en Espagne, Espagne du Sud, Portugal, Grèce, Italie du Sud, c'est moins 30%. Donc la rive nord de la Méditerranée va être très fortement touchée aussi par le changement climatique et la réduction des précipitations. Et si on prend les précipitations d'été, eh bien en France, on estime qu'à cette période-là, il y aura moins 30% de précipitations en été. Donc on est dans une trajectoire qui fait en sorte que les problèmes qui se posent actuellement à ce niveau-là, problèmes climatiques dans le sud de la Méditerranée, eh bien, vont progressivement toucher aussi la rive nord. D'où l'importance de discuter maintenant de ces choses-là. Alors si on prend l'eau, à l'heure actuelle, l'eau, avant tout au sud de la Méditerranée, elle est agricole. 78% de la consommation d'eau, par exemple, en Grèce, est agricole. 87% de la consommation d'eau au Maroc est agricole, 86% en Égypte. Alors, en France, c'est 10% de la consommation d'eau qui est agricole. On dénote un petit peu par rapport à ça, mais la tendance est quand même de dire que l'eau, avant tout, dans la zone méditerranéenne, elle est agricole. Alors, la Méditerranée, c'est un peu plus de 7% de la population mondiale et c'est 3% des ressources en eau. Et donc, c'est là que se concentrent ce qu'on appelle les populations pauvres en eau, c'est-à-dire qui disposent de moins de 1000 m3 par habitant et par an. 60% de la population de la planète pauvre en eau se trouve dans la rive sud de la Méditerranée au Proche-Orient. Donc l'eau est vraiment un sujet crucial avec une demande en augmentation, puisqu'elle a augmenté cette demande en eau dans ces zones-là de 70% depuis 25 ans. Alors, l'eau, l'irrigation, c'est quelque chose de crucial. En Méditerranée, sur la rive sud, 23% des terres sont cultivées, sont irriguées. C'est 19% sur la rive nord. Et au Maroc, par exemple, prenons un pays comme le Maroc, grand pays agricole, s'il en est, eh bien, la surface irriguée
correspond à 13% de la surface agricole totale, 13%. Mais elle représente à peu près 50% de la valeur agricole produite et 75% des exportations. Mais ça veut dire quand même que 50% de la valeur agricole au Maroc, elle est en pluviale, elle n'est pas en irrigué. Donc les zones pluviales sont aussi extrêmement importantes à prendre en compte. L'avenir de l'agriculture dans ces zones-là, ce n'est pas que l'irrigation. Et quand on parle d'irrigation, eh bien, il faut bien distinguer l'irrigation à partir de l'eau renouvelable et l'irrigation à partir de l'eau fossile. Ça aussi, c'est une grosse question. Voilà pour l'eau. Alors, sur la population, eh bien, dans les pays arabes méditerranéens, elle a doublé cette population entre 1960 et 2010, puisqu'on est passé de 64 millions à 200 millions. Et on estime qu'en 2050, aux incertitudes près, on sera à 287 millions. Donc une très forte augmentation de la population dans les pays arabes méditerranéens. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la population, évidemment, elle s'urbanise, le pourcentage de la population urbaine augmente, mais en valeur absolue, c'est-à-dire en nombre de personnes, la population rurale dans ces zones-là augmente aussi. Elle était de 41 millions en 1960 et elle était de 86 millions en 2010. Et on estime qu'en 2030, elle sera à 92 millions. Donc on a une situation où la population rurale augmente, et donc on n'est pas dans une situation de développement rural et agricole que nous avons connue en Europe, avec un exode rural, une augmentation des structures, de la surface et de la productivité, puisque la population rurale augmente. Donc c'est un autre modèle de développement qui doit être mis en place dans ces pays-là, et cet autre modèle de développement, eh bien, on le cherche encore. On a dans ces pays-là une très grande inégalité au niveau des structures foncières et un véritable dualisme de l'agriculture. Par exemple, en Algérie, 55% des exploitations ont moins de 5 hectares, mais elles se concentrent sur 11% des terres cultivées. En Égypte, c'est 98% des exploitations qui ont moins de 5 hectares, et elles sont sur 70% des terres. Au Maroc, vous avez 70% des exploitations qui ont moins de 5 hectares sur 24% des terres. Donc on a vraiment une question foncière qui est taraudante, qui est très importante, qui est génération d'une très grande pression sur les ressources, sur la terre, mais aussi sur les ressources qui sont sur la terre, la biodiversité notamment, et ce qui fait que dans les zones rurales de ces pays, nous avons évidemment de très grandes tensions sociales qu'il ne faut pas passer sous silence. En Égypte, 32% des pauvres sont... En zone rurale, il y a 32% de population en dessous le seuil de la pauvreté, et c'est 15% en ville. Au Maroc, dans les zones rurales, il y a 14% de la population qui sont sous le seuil de la pauvreté, il y a 4% en ville. En Tunisie, c'est du même ordre. Donc les tensions sociales en milieu rural sont très importantes, et elles se concrétisent en ce moment dans certains pays, par exemple en Égypte, sur la question des terres domaniales qui appartiennent à l'État et de leur distribution, de leur utilisation. Récemment, par exemple, le ministre de l'Agriculture égyptien a été arrêté parce qu'il y avait des soupçons de corruption sur l'attribution des terres domaniales, des terres de l'État, des nouvelles terres qui sont gagnées sur le désert. En Tunisie, la question des terres du domaine de l'État est aussi très prégnante, très chaude, et c'est une source de tension importante sur l'utilisation et l'accès à ces terres. Mais c'est simplement un signe de la question fondamentale de l'accès aux ressources dans une situation d'agriculture et de zone rurale très duale. Alors, si on prend la situation céréalière de ces pays, et je vais être rapide maintenant, eh bien, la production en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, la production céréalière a été multipliée par 3 entre 1960 et 2012. Ce n'est pas rien. Elle est à 50 millions de tonnes en 2012, mais pendant ce temps, la consommation, elle, a été multipliée par 6 et arrive à 120 millions de tonnes. Et les importations céréalières ont été multipliées dans le même laps de temps par 23. Donc on est dans une situation où le déficit céréalier augmente à une vitesse vertigineuse. On sait que l'Égypte est le plus gros importateur de blé, l'Algérie est aussi un très gros importateur de blé, et on arrive en 2012, si on parle du déficit agricole global, pas uniquement céréalier, à 52 milliards de dollars de déficit agricole dans les pays arabes méditerranéens, et ce déficit a été multiplié par 7 depuis l'an 2000. Sur ces 52 milliards, eh bien, il y a 10 milliards qui sont des importations en provenance de l'Union européenne. Donc l'Union européenne est loin d'être le seul fournisseur agricole de ces pays-là. Il faut parler de la Russie, bien sûr, il faut parler aussi du Brésil et de la Chine.
Donc on a une économie mondialisée, mais un déficit agricole très important. Et puis, en contrepoint de cela, parlons du gaspillage des produits alimentaires. C'est une question importante. On sait qu'en Europe, 22% des produits alimentaires sont perdus, et la moitié de ces pertes intervient à la consommation. 23% de ces pertes intervient à la production. En Afrique du Nord, on est à 19% de pertes. Et 34% interviennent à la consommation, 20% à la transformation. Donc, il y a des gains aussi à faire en matière de lutte contre le gaspillage, on le dit, mais encore faut-il maintenant mettre en place des politiques ou des mesures qui permettent de remédier à ça. Voilà, alors pour terminer, je dirais que l'ensemble, le système alimentation, eau, foncier, avec en arrière-plan cette croissance démographique, et c'est ça la question, c'est ça ce qui nous occupe, et que le double défi de l'augmentation de la production, qui est incontournable, on a vu les chiffres de croissance démographique et de besoins alimentaires, eh bien, il est aussi lié à l'optimisation de l'usage des ressources, l'eau, le foncier et la biodiversité. Donc les défis, et j'en terminerai par là, de quelle nature sont-ils? Et on va en parler maintenant. Ils sont avant tout de nature, à la base, de nature technologique. Il faut qu'il y ait des techniques qui permettent de faire cette conciliation entre augmenter la production et respecter les ressources naturelles. Donc là, il y a des solutions techniques à trouver, il y en a qui existent et qu'il faut diffuser, mais aussi l'enjeu de l'accès aux ressources, car vous avez beau avoir une panoplie technique performante, si vous n'avez pas accès aux ressources, vous ne pouvez pas les mettre en œuvre. Donc des régulations pour l'accès à ces ressources. Et puis le problème un peu sous-jacent aussi vient au niveau du choix des productions. Quelle production faire en situation de ressources rares? Quel type de production mettre en place? On a eu un grand débat en Égypte sur le coton. À un moment donné, le ministre égyptien, avant qu'il ne soit arrêté le pauvre, a interdit l'importation de coton, ou plutôt a mis des barrières à l'importation du coton étranger pour développer le coton local. Il y a eu évidemment une levée de bouclier de l'industrie textile en Égypte et cette décision a été annulée. Donc on a un grand débat sur quel type de culture mettre en place quand vous n'avez pas d'eau ou très peu d'eau et quand vous avez assez peu de ressources naturelles. Et puis, évidemment, toutes ces questions-là reposent aussi sur le sujet de l'organisation des producteurs, puisque lorsque les ressources sont rares, il faut absolument les gérer, et donc les gérer collectivement. Sinon, si on est dans l'individualisme, on n'arrive pas à optimiser. Ça, c'est impossible. Donc la question de l'organisation des producteurs est centrale, organisation des filières. Peut-être que les nouvelles techniques feront appel à de nouveaux types de production qui ne sont pas tellement organisés au niveau des filières. Et donc là, il y a toute une question de la mise en marché, de l'accès au marché, que ce soit au sud ou au nord de la Méditerranée. Et puis sous-jacent, et j'en terminerai là, la question cruciale du développement rural, c'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir un développement agricole si les zones rurales ne sont pas dans une situation, j'allais dire, de minimum économique permettant un développement harmonieux de toutes les couches de la population. Voilà, j'en terminerai là, et maintenant peut-être laissons la parole à nos collègues agriculteurs.